Salut, salut, bon retour sur ma chaîne YouTube, sur le canal de Cédric. Comment allez-vous en ce vendredi après-midi 31 décembre? Petite vidéo qui n'est pas vraiment prévue, mais vous savez quoi? Il pleut aujourd'hui à Milan. Et oui, le temps est pas terrible. Je reviens tout juste de la visite médicale pour l'Inoneita agonistica. Donc, je peux faire du sport de haut niveau. Du coup, je me suis dit, je fais une vidéo de haut niveau. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Ça va être du très, très haut niveau. Alors, on va parler de quoi? On va parler d'un entraîneur de haut niveau, Simone Inzaghi, qui, dimanche dernier, lors du succès contre Lecce, a fêté sa 200e victoire en Serie A comme entraîneur. C'est le plus rapide à atteindre ce seuil. Il a battu de peu, mais des entraîneurs comme Allegri ou Ancelotti. Il faut quand même rappeler que sa carrière a commencé comme entraîneur à la Lazio, puisqu'il y a, vous le voyez sur les chiffres, 108 victoires comme entraîneur de la Lazio et 92 comme entraîneur de l'Inter. Et vous voyez aussi sur les deux dernières saisons, donc depuis un an et demi, c'est 3 défaites en Serie A, 2 fois contre Sassuolo, dont une fois avec le titre déjà empoché, et une lors du derby aller contre Milan. Et dimanche, derby de Milan, 3e derby de la saison, 2e en cette année 2025, il y en aura peut-être encore 2, voire 4, on va y revenir tout de suite. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, vous l'avez sûrement vécu. La Juve et le Milan s'évitent chacun dans une partie de tableau, vous voyez le tableau, et donc eh bien, l'Inter affrontera en huitième de finale soit le vainqueur de Feyenoord Milan, soit le vainqueur de PSV Eindhoven Juventus. En fait, l'Inter ou Arsenal eh bien, seront dans une partie de tableau, vous voyez à droite ou à gauche du tableau, et ensuite ce sera un tableau comme le tennis, le tirage au sort, ce sera le 21 février. Quand on regarde le tableau, on peut se dire peut-être mieux tomber à droite, légèrement pour l'instant, puisqu'à gauche, il y a PSG, Real, Manchester City. Donc voilà pour la partie Ligue des Champions, puisque l'Inter a terminé, vous le savez, 4e de cette phase de Ligue des Champions, et le seul club italien qualifié directement pour les huitièmes de finale. L'Atalanta, vous le voyez en haut du tableau également, plutôt de la réussite dans le tableau pour l'équipe de Gasperini, puisque là on regarde le tableau Club Bruges, ensuite Lille ou Aston Villa en huitième de finale. On peut espérer un petit quart de finale du côté des Bergamasques, mais bon, tout sera dans l'occasion d'y revenir. On ferme la parenthèse, mais on pourrait donc avoir 2 derbys de Milan ou 2 derbys d'Italie au mois de mars en Ligue des Champions. Et puis, donc, en Coupe d'Italie, si l'Inter passe le quart de finale contre la Lazio fin février, et si le Milan de son côté passe son quart de finale ce début février contre la Roma, on pourrait avoir aussi donc 2 derbys de Milan en avril, début et fin avril, aller-retour. Donc ça pourrait être vraiment ça pourrait être compliqué. Moi, je ne me le souhaite pas personnellement, vivre 4 derbys supplémentaires entre mars et avril. D'un point de vue émotif, ce serait un petit peu lourd. Et au niveau de la ville, un petit peu pesant peut-être. Imaginez pour moi, imaginez pour vous, imaginez pour Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter. Donc il va vivre un derby supplémentaire ce dimanche. L'Inter qui a besoin de gagner bien sûr, puisqu'il y a cette course, ce mano à mano qui est en train de se dessiner avec le Napoli pour le titre, pour le Scudetto, même si l'Atalanta n'est pas à écarter, bien sûr, dans cette lutte-là. Mais donc, Simone Inzaghi, donc je vous le disais, qui a atteint sa 200e victoire. Est-ce qu'il aura la 201e ce dimanche? On verra. Mais il est quand même pas mal critiqué, Simone Inzaghi, et parfois je me demande pourquoi. Et donc, je voulais en parler de façon un peu plus approfondie aujourd'hui avec vous, vous donner des points de réflexion, de ma réflexion, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité bien sûr, mais de la façon avec laquelle aussi je vis eh bien, un petit peu le parcours, puisque Simone Inzaghi, vous le savez, est arrivé donc en juillet 2021, juste après le Scudetto de l'Inter, Conte qui décide de partir avec un petit chèque, bon chèque d'ailleurs, Hakimi qui est déjà parti, Lukaku qui s'en va, Eriksen qui a son problème de santé qui n'est plus apte à jouer en Italie. Et donc, c'est une reconstruction complète. Simone Inzaghi accepte ce challenge, certainement aussi en bout de course à la Lazio, même s'il avait une proposition de prolongation. Et donc, eh bien, il accepte ce défi. Et depuis, il y a toujours les pros et les antis. Alors, certainement, c'est partout comme ça. Dans tous les clubs, il y a les pros et les antis. Ça... Mais j'ai l'impression qu'avec Simone Inzaghi, certains anti-Inzaghi le sont un petit peu par posture. Et peut-être certains pros aussi d'ailleurs, c'est pas pour faire un procès d'intention seulement à un camp, mais cette division, j'ai parfois du mal à la comprendre, puisque Simone Inzaghi n'est pas un entraîneur qui divise, ce n'est pas un Conte.
Conte, clairement, tu es avec lui ou tu es contre lui. C'est quelqu'un qui est dans le conflit permanent. C'est quelqu'un qui cherche toujours à avoir raison. C'est quelqu'un qui cherche toujours à mettre en difficulté, on va dire, le cas adverse. Il faut toujours qu'il soit en guerre. Il faut qu'il soit en guerre contre les adversaires. Il faut qu'il soit en guerre contre les dirigeants pour le mercato. Il faut qu'il soit en guerre. Il faut qu'il crée un petit peu ce conflit et l'alimente. Et Mourinho, c'est pareil. C'est un entraîneur comme ça. Simone Inzaghi, non. Simone Inzaghi est un entraîneur, lui, qui est beaucoup plus tranquille, serein, rassembleur. Et malgré cela, on l'attaque régulièrement pour plein de petites choses. Alors moi, je voulais parler, puisqu'on est dans le football et que ça devient de plus en plus le nerf de la guerre, je commençais par l'argent. Depuis que Simone Inzaghi est entraîneur de l'Inter, en 3 campagnes et demie de Ligue des Champions, l'Inter a pris plus de 300 millions d'euros de recettes. Là, cette année, on est déjà à 90 millions d'euros grâce à ce très très bon parcours. Il y a eu une finale il y a 2 ans. Il y a eu 2 huitièmes de finale en étant éliminé contre Liverpool, 2-1 sur les 2 matchs, avec beaucoup de regrets. Et la saison passée, mal gérée, aussi de sa faute. Et il y a une partie, bien sûr, de responsabilité, mais mal gérée avec cette course Scudetto qui était vraiment dans la tête, la deuxième étoile. Enfin, c'était vraiment priorité au championnat. Et le huitième de finale, sûrement, n'a pas été très bien géré selon les retours. Bref, en tout cas, donc c'est 300 millions d'euros. Et pour aller sur le sportif, 4 fois d'affilée, puisque là, c'est la 4e fois d'affilée en 4 ans que l'Inter est en huitième de finale. Ce n'était pas arrivé depuis 2012, quand même. Il faut le rappeler. C'est seulement la 3e fois dans l'histoire du club que l'Inter parvient à faire de tels parcours. C'était arrivé de la saison 63-64 à 66-67, avec 3 finales dans la période d'ailleurs et 2 titres. Mais bon, c'était une autre forme de Ligue des Champions. Et puis, donc, de la saison 2004-2005 à la saison 2011-2012, où à chaque fois, l'Inter était entre les huitièmes de finale et une fois le titre, bien sûr, en 2010, avec beaucoup d'éliminations très régulièrement en huitième ou en quart de finale lors de ces parcours-là. Donc, voir l'Inter devenir habitué des huitièmes de finale, ce n'est pas quelque chose de courant dans l'histoire du club. Et malgré tout, on a l'impression que ça devient normal. Ça devient presque normal de citer l'Inter parmi les 4, 5 favoris de la Ligue des Champions. Alors que si on regarde les recettes commerciales du club, l'Inter est loin des clubs comme Manchester City, le PSG, le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Liverpool. C'est un autre monde, très clairement. Le monde de l'Inter, c'est l'AC Milan, c'est la Juventus, c'est Tottenham. C'est ce monde-là, l'Inter. Et pourtant, d'un point de vue des attentes, on les met au-dessus. D'un point de vue de ce que l'on demande à Simone Inzaghi, on le met au-dessus de ces clubs-là. Là, le Milan et la Juve sont donc en barrage. Ils vont espérer la huitième de finale pour l'Inter. Et les joueurs, le premier en parlent. Donc, ce n'est pas seulement l'environnement. Mais on parle de titre. On parle d'aller chercher la Ligue des Champions. En tout cas, de l'espérer. Moi, je n'ai pas entendu des joueurs de la Juve ou du Milan dire ça. Et c'est normal, à mon sens, vu l'effectif, vu les résultats précédents. Donc, il y a ce décalage entre les moyens de l'Inter et les résultats. Je trouve que Simone Inzaghi, parfois, puisque je parlais du commercial, à son arrivée, vous le voyez, 113 millions d'euros de recettes commerciales pour l'Inter. La saison passée, 112 millions d'euros. Donc, ça veut dire que tu peux aller tout le temps loin en Ligue des Champions, tu peux aller en finale une fois en Ligue des Champions, tu peux d'avoir des bons résultats tous les ans, qualifiant en étant toujours top 3 du championnat, et tu ne développes pas les recettes commerciales, alors que l'AC Milan, alors que des clubs comme ça arrivent à les développer. Donc j'ai envie de dire que si l'Inter avait du Simone Inzaghi au niveau commercial, son alter ego commercial, je pense que le club se porterait beaucoup mieux actuellement, puisque très clairement, c'est le sportif. Et on met BP Marotta, bien sûr, dans l'équation. C'est Marotta et Inzaghi qui portent l'Inter depuis 2021 et depuis les grandes difficultés post-Covid, avec Sunny, on ne va pas refaire toute l'histoire. Donc voilà, il y a ce point-là qui est assez intéressant, puisqu'en fait, depuis que Simone Inzaghi est entraîneur, au niveau des mercati, au niveau du marché des transferts, en fait, il y a eu, si on met ensemble les 4 ans, donc, il y a eu 120 millions d'euros d'actifs sur les transferts. Et les achats les plus chers, Fratesi, 32 millions d'euros, Pavard, 31 millions d'euros, Gosens, 27 millions d'euros, Correa, 27 millions d'euros. En plus, on a envie de dire, bon, si pour Pavard, c'est plutôt de réussite, et pour Fratesi, vu son importance malgré tout pour le Scudetto et vu sa valeur qui reste à peu près la même, ça va. Après Gosens, moyen. Et puis Correa, bon, on va pas en reparler. Mais finalement, les plus grandes réussites de l'Inter au niveau des transferts, c'est qui? C'est les joueurs qui sont arrivés à zéro, mais c'est des joueurs qui étaient soit en bout de course, soit en fin de projet. Mkhitaryan qui arrive, Inzaghi l'a transformé en une mezzala complète, le cerveau de l'équipe, alors qu'il semblait en bout de course, souvent blessé à la Roma.
Çalhanoğlu, pareil, qui arrive trequartista, ailier, on ne sait pas trop quel rôle. Lui, carrément, il le met en legista, le point vraiment central de l'équipe, à devenir l'un des joueurs les plus influents de l'équipe et l'un des meilleurs en Europe dans son rôle. Marcus Thuram qui arrive, qui est plutôt un ailier, voire deuxième attaquant. On le voit cette saison, c'est devenu un premier attaquant, une première pointe qui marque, qui fait marquer et qui est de plus en plus important aussi dans le jeu. Acerbi, qui est arrivé pour 2 millions d'euros, avec pas mal de critiques. Voilà, cette saison, c'est presque un ancien joueur. Il a fait un gros match contre Haaland, il a fait un gros match contre Lukaku, pour le reste toujours blessé. Mais les 2 saisons précédentes d'Acerbi sont énormes. Il a été important dans le Scudetto, il a été important dans le parcours en Ligue des Champions jusqu'en finale. Et même Federico Di Marco, qui est un joueur issu du club, qui, eh bien, on ne savait pas trop ce qu'il allait devenir. Et Inzaghi, il a dit, moi, je le prends, je le garde. Et il a développé pour en faire lui aussi l'un des meilleurs dans son rôle. Donc, toutes ces choses-là, tous ces points-là sont importants à signaler. Il a valorisé des joueurs. C'est vrai qu'il ne travaille pas forcément très, très bien avec les jeunes. On le voit avec Palacios, avec Buchanan, avec des joueurs qui ne sont pas encore mûrs, ou en tout cas qui n'ont pas passé un certain palier. Il a du mal pour la post-formation. Mais lorsque le joueur est, on va dire, prêt au haut niveau, mais qu'il lui manque quelque chose, là, Inzaghi sait transformer, sait améliorer les joueurs, parce que même des Bastoni, des Barella, des Lautaro, et ils étaient déjà des joueurs, des champions, on va dire, puisqu'ils avaient déjà été champions d'Italie avec Conte, ils étaient déjà internationaux, c'est pas le débat, mais ils ont quand même passé des paliers très clairement, ils sont devenus beaucoup plus complets dans leur profil, ils ont fait des progrès vraiment importants. Je pense que là-dessus, c'est difficile de contester ce point-là également à Simone Inzaghi. Donc, alors, on a parlé des résultats économiques, les résultats sportifs, je ne vais pas vous les rappeler, bien sûr. Pareil, certains disent, mais il a perdu un Scudetto contre le Milan de Pioli, il a perdu un Scudetto contre Spalletti. Le Scudetto contre Spalletti, contre le Napoli, très, très clairement, dans ce cas-là, tout le monde l'a perdu, puisque le Napoli, c'est 57 points sur la phase aller. Enfin, c'était un parcours. Ils ont atomisé le championnat de façon claire, nette et précise. Et toutes les équipes, du coup, très clairement, se sont relâchées en championnat. Et c'est la saison, d'ailleurs, laquelle on a Milan-Inter en demi-finale de Ligue des Champions. Au-delà des tirages favorables, c'est aussi parce que les deux clubs, assez rapidement, ont été en dehors du championnat et ont beaucoup plus pensé à la Ligue des Champions. Donc, sur le premier Scudetto perdu, entre guillemets, c'est la première saison d'Inzaghi. Oui, il a fait des erreurs cette saison-là, mais c'est quand même une saison où, je le rappelais précédemment, les départs d'Hakimi, Lukaku, Eriksen qui doit également partir. C'est une équipe en reconstruction pour ce Scudetto avec un entraîneur novice au plus haut niveau. Moi, je me souviens des pronostics Inter 4e, 5e, 6e cette saison-là. Allegri qui revient sur le banc de la Juve, ça va être pour la Juve cette année-là, le Scudetto, toutes ces choses-là, le Napoli qui est en croissance, patati patata. Il fait un énorme début de saison. C'est vrai que lors du derby, le fameux derby avec le doublé de Giroud, c'est vrai qu'il fait sûrement des erreurs dans la lecture du match. À un moment du derby, l'Inter a 7 points d'avance. À la fin du derby, l'Inter n'a qu'un point d'avance. Après, il y a la blessure de Brozovic, mal gérée. La défaite contre Sassuolo, comme tous les ans, et d'autres moments, jusqu'au fameux match contre Bologne. Mais là, on peut dire, entre guillemets, oui, Inzaghi, d'ailleurs, il se le porte comme une croix, ce Scudetto-là, mais il faut aussi quand même dire les mérites de l'AC Milan, qui, sur les 3 derniers mois, a fait un parcours exceptionnel, qui gagnait tous les matchs. Il y avait une vraie cette équipe était portée vers le Scudetto, il y avait un vrai enthousiasme, une vraie fraîcheur, ça jouait très bien aussi. Faut pas non plus pas minimiser non plus le Scudetto du Milan de cette année-là, parce que dire que Inzaghi l'a perdu, ça veut dire que c'est pas le Milan qui l'a gagné, non. Le Milan l'a gagné, et 2, Inzaghi, à un moment donné, l'avait. Parce que lorsque tu es premier du championnat et que tu as fini confrontation directe, oui, entre guillemets, tu l'as le Scudetto. C'est-à-dire que si tu gagnes tous tes matchs, tu es champion. Donc, c'est juste ça. Après, faut pas... Ce point-là, ok. Mais après, pour le reste, tu fais une finale de Ligue des Champions. L'an dernier, tu gagnes avec officiellement un mois d'avance, mais c'était 2 mois d'avance le Scudetto. Donc, même au niveau du palmarès, je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher. Encore une fois, revenez à l'historique de l'Inter. L'Inter ne gagne pas le Scudetto tous les ans. C'est arrivé à de très très rares périodes dans l'histoire. Oui, il y a eu le début des années 2000, post-Calciopoli, où l'Inter a dominé. Pour le reste, on a très rarement eu une Inter qui gagne le Scudetto tous les ans. C'est une équipe qui doit tenter de le gagner, et c'est ce que fait l'Inter depuis chaque année, avec un effectif bon. Est-ce que c'est le meilleur effectif d'Italie ? Oui, très certainement. Est-ce que c'est le meilleur 11 d'Italie ? Oui, très certainement, parce qu'il a été construit
comme cela, et pour répondre aussi aux besoins de Simone Inzaghi, parce que Simone Inzaghi a valorisé, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, au niveau du recrutement, c'est toujours un recrutement qui se fait en pensant c'est des mercatos à zéro. Après le premier gros mercato où il y a eu 160 millions d'euros de plus-value sur l'été avec les départs d'Hakimi et de Lukaku, depuis c'est des mercatos à zéro en fait, du côté de l'Inter. Donc on le voit encore là, on est le 31 janvier, Zalewski est en train d'arriver, on le voit partout, l'AC Milan qui est en train de s'activer, la Juve qui s'active, l'Atalanta qui prend Daniel Maldini après les pleurs de Gasperini. Du côté de Simone Inzaghi, qu'est-ce qui se passe? Palacios et Buchanan s'en vont, ça libère du salaire, on prend sûrement Zalewski, on verra si ce sera lui ou un autre, un joueur en prêt, parce que l'argent disponible, c'est l'argent économisé des salaires des deux joueurs. On n'a même pas 1 million ou 2 ou 3 millions d'euros à mettre en plus, donc c'est toujours à zéro, alors que Simone Inzaghi est engagé avec l'Inter sur tous les tableaux, et là ça touche le dernier point que je voulais faire dans cette vidéo, pour éviter de faire une vidéo de 50 minutes, que j'en suis capable. La communication, c'est pareil, la communication, souvent on dit Simone Inzaghi, il pleure, Simone Inzaghi dit... Simone Inzaghi, pour moi, il y a eu deux périodes à l'Inter sur sa communication. Il y a eu une première période où c'est vrai qu'il était souvent à se plaindre, à pleurer, à faire un petit peu la victime. Et puis il y a eu la fameuse période où il était très très proche de se faire virer. Et là, il y a eu une sorte de tournant de sa part. Je me souviens, d'ailleurs, j'y étais lors de la conférence de presse après le match à Porto, en Ligue des Champions, après le huitième de finale. L'Inter qui s'en sort, ça passe le temps additionnel, vous savez, les poteaux, les arrêts d'Onana, tout ça, enfin, la fin de match assez incroyable. Sûrement, s'il y avait une défaite, sûrement Inzaghi sautait ce jour-là. Et Inzaghi, en fait, s'est libéré, j'ai l'impression, depuis ce moment-là, et d'une communication où il était très victime, très à se plaindre, c'est devenu une communication pas agressive, parce qu'il ne l'a jamais été, je pense qu'il ne saura jamais, c'est pas sa façon de communiquer. Mais il est passé dans une communication plus, mature. Et donc, maintenant, il va signaler les choses qui vont pas, il va signaler l'erreur d'arbitrage, il va signaler ces choses-là. Mais il va pas le mettre, il va pas se victimiser. Il va dire oui, voilà, il y a sûrement eu ça, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ou s'il y a une chose même à l'avantage, parfois il peut même le signaler. Donc c'est devenu quelqu'un de plus serein. Et je pense aussi parce que tout l'environnement Inter, après ce match, de façon croissante, et surtout le groupe de joueurs, eh bien, lui a ressemblé de plus en plus. En fait, il a réussi à prendre la dimension de l'Inter et de façonner l'Inter à sa façon, et sûrement aussi d'accepter d'être façonné par l'Inter. Alors que sur la première année et demie, sûrement, c'était encore l'entraîneur de la Lazio qui avait des idées de jeu, mais qui n'était pas encore prêt pour la grande dimension qu'est l'Inter, puisque c'est clairement un step bien au-dessus. Et donc, il a vraiment progressé, et c'est par rapport au groupe. Di Marco, Lautaro ont souligné, eux, que sûrement Simone Inzaghi était sous-évalué. Récemment, ils l'ont dit dans des interviews. De son côté, Inzaghi passe son temps à mettre en avant ses joueurs. Ça m'a marqué lors de la conférence de match d'avant Prague, en Ligue des Champions, il y a une dizaine de jours. On lui a posé une question sur le mercato, et lui, plutôt que se plaindre et dire « Ah, mais moi, il me manque des joueurs », par exemple, on peut penser à un commandant qui est passé par l'Inter, on va en reparler rapidement en conclusion. Mais lui ne s'est pas plaint, il n'a pas dit « Oui, c'est vrai qu'il me manque un défenseur », il a dit « On attend Cherby qui revient dans 2-3 semaines », alors qu'il n'a que De Vrij qui joue tous les matchs. De Vrij, regardez Inzaghi sur le banc, c'est assez hallucinant. À chaque fois que De Vrij met un genou à terre ou lève la main, Inzaghi devient blanc. Il se fige et il a une peur de la blessure de De Vrij, parce qu'il sait qu'il n'a pas de remplaçant à De Vrij. Il a Bissek qui peut dépanner, il a Bastoni qui peut dépanner, mais il sait qu'il n'a pas le vrai remplaçant naturel. Donc il a une peur. D'ailleurs, lors du derby de Supercoupe, il fait sûrement une erreur. Inzaghi, il y a De Vrij qui lève la main, il a des crampes. Inzaghi a peur d'une blessure et donc de ne pas l'avoir dans les semaines suivantes. Il le sort tout de suite. Il rechange toute sa défense et ça craque sur le troisième but en fin de match avec Bissek qui est forcément très bien placé. Mais il a vraiment peur. Mais plutôt que dire « Oui, il me manque un défenseur central, je veux un défenseur central », lui, il dit « Je ne changerai pour rien au monde mes joueurs. » Et même Arnautovic, même Correa, il les implique tous. Il essaye de ce groupe, eh bien d'en faire, entre guillemets, un peu une famille. Il ne cherche pas à changer à tout prix. Il a ses joueurs, on va dire qu'il s'en satisfait, il travaille avec, et, comme on l'a dit précédemment, il les valorise, pas tous. Certains joueurs comme Buchanan, comme Palacios. Peut-être que l'une des limites aussi d'Inzaghi, au niveau de la langue, il a plus besoin sûrement de joueurs qui parlent italien pour faire passer plus vite ses messages et qui connaissent le football italien. Ça peut toucher aussi un petit point sur son avenir. Est-ce que Simone Inzaghi est prêt
aller entraîner par exemple en première ligue. Je pense que d'un point de vue technique, oui. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a plus de doute, puisqu'on voit le football qu'il a mis en avant. D'ailleurs, c'est un football qui est souvent valorisé en Angleterre, beaucoup plus qu'il ne l'est en Italie. Alors, c'est un football qui, en Ligue des Champions, est beaucoup plus terne qu'il ne le fait en Serie A, beaucoup plus calculateur jusqu'ici, sur cette première partie de saison. Ça, c'est vrai, puisqu'en Ligue des Champions, l'Inter a marqué 11 buts, il n'en a encaissé qu'un. Donc, c'est une équipe qui défend bien, qui crée moins qu'elle ne crée en Serie A. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est codifié, identifié, beaucoup analysé et beaucoup mis en lumière, mis en avant, notamment en Angleterre, mais aussi en Espagne. Donc je pense que le technicien est prêt. Est-ce que l'homme est prêt? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense que c'est un homme qui a besoin aussi d'avoir l'environnement. J'en parlais un petit peu avant, qu'il a trouvé cet environnement-là à l'Inter et que du coup, sûrement lui, il se verrait bien continuer. C'est le dernier petit point pour finir, puisque à l'avenir, du coup. Moi, je pense que Simone Inzaghi, en fait, voilà, je vais vous dire comment. Parce qu'il y a ce débat, je vais le mentionner une fois de plus, puisque ça tourne beaucoup aussi bien sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, encore moins au stade. On va dire que, comme toujours, les réseaux sociaux amplifient un petit peu le côté Conte, Inzaghi, toujours l'opposition permanente. Par du principe que de toute façon, Conte, il n'a pas voulu de l'Inter, puisque c'est lui qui a décidé de partir, puisqu'il pensait que l'Inter n'était plus apte à gagner. Donc, dire que Conte aurait gagné 2-3 Scudetti pendant la période, c'est pas vérifiable. Et puis, il y a les parcours en Ligue des Champions dans ce cas-là qu'on peut mettre en opposition, et c'est pas vérifiable non plus. Il y a surtout une opposition qui est entre le résultat et le parcours. Moi, pendant les 2 ans de Conte, j'appréciais le résultat, clairement, parce que tu fais une deuxième place, tu fais une finale d'Europa League, même si bon, la finale, justement, quand on parle de résultat, et la façon dont elle est gérée, tu fais un Scudetto, tu fais une 4e place en Ligue des Champions. Donc ça, c'est les résultats qui sont dans l'ensemble bons. Le parcours, moi, je ne l'ai pas énormément apprécié. Au-delà du côté Covid, avec les restrictions, tout ça, c'était un parcours chaotique, nerveux, stressant, fatigant. Donc moi, j'ai apprécié ça, je n'ai pas apprécié le parcours. Depuis que Simone Inzaghi est là, depuis 3 ans et demi, il y a des résultats. Il y a un Scudetto, il y a 3 coupes, il y a 3 coupes d'Italie. 2. Il y a 3 super coupes. Mais moi, j'apprécie surtout le parcours, en fait. J'apprécie les matchs. J'apprécie la communication qui est tranquille, qui ne fait pas de vagues. J'apprécie le jeu, bien sûr. Enfin voilà, j'apprécie tout le moment. Moi, quand je vais au stade, très clairement, que ce soit pour travailler ou que ce soit juste en spectateur, je suis content d'aller au stade parce que je me dis que ça va être un bon moment, même quand il fait froid, même quand on est à Prague et qu'il fait moins 2 degrés. Je suis content parce que je me dis l'Inter, c'est beau à avoir joué, c'est enthousiasmant à avoir joué, même si les matchs parfois le sont pas énormément. Prague, ça n'était pas, c'était pas la folie. Malgré tout, voilà, il y a quelque chose de positif. En fait, c'est une tranquillité, une sérénité. Moi, quand je vois ce qui se passe à Milan cette saison, quand je vois Motta, c'est pareil, Motta, beaucoup le voulaient sur le banc de l'Inter. Ben voilà, Thiago Motta, c'est sûrement un très très bon entraîneur. C'est sa première expérience sur un banc de haut niveau à jouer tous les 3 jours, et on voit qu'il est en difficulté, qu'il a du mal. Je parlais tout à l'heure de s'habituer au contexte, on voit qu'il a du mal à entrer dans l'environnement Juve, que c'est plus lui, on a l'impression qu'il veut redessiner l'environnement Juve à son image que le contraire. Donc voilà, c'est bien beau de toujours regarder ailleurs et dire ah mais regarde ailleurs Motta, ah mais Palladino, ah mais tous ces entraîneurs jeunes, ah mais De Zerbi. Regardez ce que vous avez aussi. Et Simone Inzaghi, il n'est pas parfait. Simone Inzaghi, est-ce qu'il sera parfait pour l'avenir de l'Inter? C'est le dernier petit point que je fais en 2 minutes. Je ne sais pas, puisque maintenant la vraie question, ça va être si c'est remplacer Acerbi par un gamin de 19 ans, si c'est remplacé Mkhitaryan par Susic, puisqu'on parle de ce joueur-là croate qui semble très bon, mais qui, pareil, arriverait de l'étranger, qui aurait besoin de temps pour s'adapter, si c'est remplacé le Çalhanoğlu par Aslani, si c'est remplacé devant comme 4e attaquant, juste prendre Pio Esposito, qui est sûrement un très bon espoir, mais sans recruter. Si le plan c'est ça, c'est-à-dire au fur et à mesure, parce qu'il faut rajeunir cet effectif, je pense que même Inzaghi le sait, c'est un effectif qui arrive sur certains points à la fin. Il y a la fin d'un cycle très clairement, mais il y a aussi une bonne base. La base, Bastoni, Pavard, Bissek, Di Marco, Barella, Lautaro, Thuram, j'avais peut-être oublié Dumfries, cette base-là, elle est bonne. Cette base-là, tu n'as pas besoin de la retoucher. Donc, tu as quasiment ton 11 type, en fait. Peut-être dans un gardien, oui. Un défenseur, tout de suite, oui. Çalhanoğlu, savoir, il y a pas mal de blessures. Bon, là, il pourrait titulaire au derby, finalement, y revenir. Mais aussi, d'accord, ces points-là, très clairement. Mais il y a une bonne base. Sauf que si la question, c'est on rajeunit au fur et à mesure, mais avec des joueurs à la Fatesi, où là, c'était un bon coup.
Après, est-ce qu'il est adapté, pas adapté au jeu d'Inzaghi? C'est une autre chose, peut-être qu'il partira en juin. Mais si c'est pour recruter des joueurs qui ont déjà une bonne base, sur lesquels il faut faire un step supplémentaire, oui. Si tu prends des joueurs qui sont très jeunes en disant qu'il faut faire de la plus-value, si tu veux viser juste des Palacios et des Bisek, parfois tu auras un Bisek, oui, mais tu auras aussi parfois un Palacios qui ne sera pas prêt. Et surtout, tu vas régresser sportivement et tu vas plus jouer le titre et tu vas mettre à risque la qualification en Ligue des Champions et tu vas mettre à risque les 80-100 millions d'euros de recettes. Et là, tu vas devenir d'un projet gagnant à un projet perdant et de la hausse de la valeur du club à la baisse de la valeur du club. Et Inzaghi, je le disais avant, n'est pas l'entraîneur idoine pour travailler avec des jeunes joueurs. Donc, ça va être la vraie question. Moi, j'espère que Octree, on ne le sait pas encore. Là, pour l'instant, c'est plutôt de l'autogestion en demandant plutôt de rajeunir l'effectif. OK, on va voir en juin, juillet, lors du prochain mercato, clairement, si ils interdisent chaque recrutement de joueurs de plus, je ne sais pas, J-Water de 28 ans, parce qu'il faut prendre que du joueur de 20-22 ans qui coûte moins de 15 millions d'euros. Là, ça va être un vrai problème, mais ça le serait pour tous les clubs et pour tous les entraîneurs. Donc là, ça va être intéressant et c'est là-dessus que Simone Inzaghi, on verra s'il est apte. Parce que si le projet, c'est ça, c'est vraiment un redimensionnement avec une jeunesse, mais à l'extrême, je pense que pour le bien de tout le monde, à la fin de la saison, et peu importe les résultats, que ce soit titre, finale de Champions ou 3e place et élimination en 8e de Champions, peu importe les résultats, il faut dire merci beaucoup, au revoir, il reste dans le contrat, séparation à l'amiable. Si le projet est juste un rajeunissement, mais modéré, en continuant à prendre des joueurs qui sont déjà de qualité, malgré tout, qui sont juste pour passer le step supplémentaire, avec déjà cette base, sans toucher cette base-là, parce que si tu lui vends 1 à 2 joueurs aussi du cadre, du socle, dont je parlais précédemment, ça ne marchera pas davantage. Donc voilà, ce sera la vraie question, mais bon, ça, ce sera la saison prochaine, on verra. Et juste, au moment de faire les bilans, on le fera fin mai, juin, juillet, puisque l'Inter aura même le mondial des clubs. N'oubliez pas que l'Inter est sur tous les tableaux. Actuellement, elle ne fait pas le même sport que le Napoli. Conte a donné 3 jours de repos en début de semaine à ses joueurs. Pendant ce temps, l'Inter a préparé un match de Ligue des Champions décisif pour terminer dans le top 8 et a donc mis le 11 type sur le terrain 4 jours avant un derby. Donc ce n'est pas le même sport. Le Napoli fait une très belle saison et si le Napoli fait 88, 90, 92, 95 points, il faudra dire bravo pour le titre, mérité. Mais ça ne veut pas dire que si l'Inter fait quasiment le même parcours et termine à 2, 4 ou 6 points parce qu'elle a dû jouer la Ligue des Champions, il ne faudra pas tout jeter en disant c'est une catastrophe. Voilà, je mets un petit peu, c'est pas de mettre les mains en avant, c'est le rappeler peut-être constamment. On a l'impression qu'on rabâche cette chose-là, mais c'est une réalité, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo, pas dire un hommage, mais en tout cas, ni en défense, parce qu'il n'en a pas besoin, il n'a surtout pas besoin de moi, il a besoin de personne pour se défendre, mais pour établir, c'est même pas des vérités, pour établir la façon avec laquelle je vis Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter, puisque j'ai cette chance aussi bien de voir les matchs, de voir un petit peu les coulisses, et de voir aussi un homme qui, avec le dernier petit point très rapidement, aussi, je parlais tout à l'heure de la sérénité, c'est un homme aussi qui est à l'extérieur, et comme ça, c'est un homme qui est respectueux, c'est un homme qui n'est pas dans les petits jeux de pouvoir, dans les petits jeux de presse, les petits jeux d'amitié pour faire passer les messages. C'est quelqu'un qui est assez aussi clean là-dessus. Et ça aussi, c'est appréciable. Ça ne fait pas gagner des matchs, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau. Cette vidéo est terminée. Il n'y aura pas de vidéo après le match dimanche. Pourquoi? Parce qu'on fait un live sur Twitch. Vous voyez les adresses, Planto Calcio et Canal Inter. Ce sont les 2 podcasts que je co-gère avec des amis. Eh bien, on fait un petit crossover sur Twitch, donc aussi bien sur la chaîne de Planto Calcio que sur celle de Canal Inter. Ce sera rediffusé, le live sur ma chaîne YouTube, mais seulement en rediffusion. Les lives, ce sera sur... Et sur Twitch, donc Planto Calcio et Canal Inter. Donc, on se retrouvera là dimanche. Venez, commentaires aussi sur ma chaîne. Abonnez-vous, faites circuler... Et puis voilà, on se retrouve très très vite sur le canal de Cédric. Ciao, ciao!